Attendez, celui-là, il marche, ça c'est sûr. Ah. Je me présente d'abord, Dr Youssouf Ali Mohamed. Je suis médecin généraliste, tabacologue et addictologue. Je travaille au centre hospitalier de Mayotte, où on a une unité d'addictologie. Donc je vais vous parler à travers la réduction des risques, le vapotage. Mais avant cela, je vais d'abord développer ce qu'il en est de l'addiction au tabac, pour mieux comprendre le mécanisme d'action. Je pense que ça va être un support qui va être plutôt développé après. Alors, pour vous parler en fait du vapotage, nous allons commencer d'abord de voir comment se met en place l'addiction au tabac, puis, en deuxième temps, quelles sont les 3 voies possibles de l'usager de tabac, comment réduire les risques, comment arrêter les risques. La première voie, c'est le contact entre une personne et un produit dans un environnement X. Et souvent, c'est l'environnement qui favorise. Si on a un groupe d'amis, si on est dans un milieu d'usagers de tabac, si on veut imiter les parents, les professeurs, des personnes qui sont importantes, on commence à utiliser la cigarette. Tout de suite, je vous dis que la cigarette vient donc de feuilles de tabac qui est asséchée, puis après modifiée par l'industrie pour obtenir ce que nous avons, la cigarette conventionnelle. Et une fois qu'on a tiré sur la cigarette conventionnelle et allumée, il y a la fumée. Et dans cette fumée, si on l'analyse, nous avons plus de 4000 produits. Dans ces 4000 produits, nous avons au moins une soixantaine qui peuvent entraîner des cancers. Nous avons le monoxyde de carbone, qui est un gaz qui peut être détecté par cette machine. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et ce gaz, qui est très toxique, peut être source des maladies cardiovasculaires. Et dans cette fumée, le fumeur cherche essentiellement un produit qui est la nicotine. Donc nous parlerons beaucoup plus de nicotine et nous laisserons tous ces, on va dire, 4000 produits en dehors de la nicotine qui, eux, engendrent les maladies pendant que la nicotine est moins toxique, je ne dirais pas, puisque tout produit dans le corps humain engendre des difficultés. Telles que la nicotine, c'est un excitant, ça peut donc exciter un cœur. Pour un cœur malade, ça peut créer des dégâts. En général, la nicotine ne fait pas des dégâts. Donc cette nicotine, une fois fumée, c'est la voie la plus rapide, plus que l'injection. En moins de 10 secondes, il monte au niveau du cerveau. Une fois au niveau du cerveau, il y a des récepteurs qui les captent. Et une fois captés, ces récepteurs ouvrent des canaux ioniques qui permettent donc de faire libérer 3 messagers ou 3 neuromédiateurs. Vous avez donc la dopamine, c'est ce qui est recherché par la personne, donc l'hormone du plaisir. Vous avez la noradrénaline et la sérotonine qui vous permettent donc d'avoir une humeur agréable. Donc finalement, le fumeur, quand il va constater les résultats, une fois fumé, de l'humeur, du plaisir, du bien-être, ce constat va le pousser à répéter. À chaque fois qu'on a quelque chose de plaisant, on va le répéter. Et cette répétition engendre plusieurs difficultés. La première, c'est qu'il va y avoir des modifications au niveau du cerveau. Il va y avoir une modification au niveau des émotions, mais il va y avoir aussi des modifications au niveau du comportement. Le fait est que c'est plaisant va engendrer une répétition. Et cette répétition va être source d'addiction. Donc, ce même fumeur, il a quelle opportunité finalement pour arrêter de fumer?
puisqu'il va développer l'addiction, il va développer la dépendance. Il y a deux types de dépendance. La dépendance physique, ça veut dire que le cerveau, une fois qu'il est accoutumé, il va développer ce qu'on appelle donc la tolérance. Ça veut dire que pour obtenir le même plaisir initial, la personne va devoir augmenter les doses. Et on comprend parfaitement que quelqu'un qui avait besoin de fumer que 3-4 cigarettes, il va se retrouver avec un paquet, 2 paquets, 3 paquets, avec des conséquences sur sa santé, bien évidemment, puisqu'on a parlé que la fumée contient beaucoup de produits toxiques, donc des produits cancérigènes, des produits qui entraînent des maladies cardiovasculaires, et j'en passe, et de la BPCO. Et vous avez finalement que cette personne, à force de répéter, il y a aussi l'acquisition d'un autre comportement qu'il n'avait pas au début, puisque la nicotine va produire une deuxième problématique. C'est qu'on va se rendre compte qu'on digère mieux, on va se rendre compte qu'on arrive à apprécier la pause puisqu'on fait des relaxations en fumant, donc ce moment-là, on le consacre. Donc c'est l'aspect comportemental de la dépendance. C'est donc le volet dépendance psycho-comportementale. Donc, il va rentrer dans un cercle vicieux, puisqu'au début, c'était le renforcement positif, le fait de fumer, on a la satisfaction de ce qu'on a évoqué, mais finalement, quand la personne veut réduire ou arrêter, se manifestent donc les signes de manque qui sont liés tout simplement qu'on a besoin d'avoir, le cerveau calcule, a besoin de sa quantité. Une fois que vous voulez baisser ou arrêter, il réclame son dû, et de cette façon-là, la personne est obligée d'être le prisonnier, pas de Magicavo, mais de sa propre cigarette. Donc la deuxième voie vient toujours de la même feuille, qui est donc extrait avec purification, qui est donc mélangé avec du propylène glycol et de la glycérine végétale. Et là-dessus, on ajoute des arômes pour le rendre agréable. Ça peut être même des arômes donc, de la cigarette. Une fois fabriqué, le liquide va être introduit dans un mécanisme d'aspiration. Malheureusement, je n'ai pas une cigarette électronique pour vous exposer, mais vous avez une partie qui contient le cartouche, donc on introduit donc le liquide. Vous avez une deuxième partie qui sent quand la personne aspire, donc un détecteur d'aspirateur qui est relié avec une sorte de moteur, un petit moteur qui vous permet donc d'être en contact avec la batterie et la personne va pouvoir donc... Merci beaucoup. C'est gentil. La personne donc en aspirant va donc fabriquer par ce biais-là, avec le liquide, de la vapeur. Donc le premier cas, c'était la fumée pour la cigarette conventionnelle. Le deuxième cas, c'est plutôt un vapeur. Alors, ces vapeurs contiennent que, comme je l'ai dit, 4 produits au maximum. La glycérine, propylène glycol, les arômes et la nicotine. Il y a des produits aussi qui ne contiennent pas de la nicotine. Donc, la vapeur va aussi passer sur les mêmes voies, donc rapidement. Ils vont passer donc au niveau donc de la gorge, au fond de la gorge, qui crée donc ce qu'on appelle le hit. C'est un plaisir intense. Puis après, ils vont aller aussi dans le cerveau. De la même manière, donc la nicotine va se fixer au même endroit et on a les mêmes sources de plaisir. Donc, vous avez une troisième voie qui est faite de la même manière, avec les mêmes choses, qui est donc les patchs de nicotine. Et cette patch de nicotine, par son mécanisme, puisqu'on la pose au niveau du corps, et 24 heures après, on le renouvelle. Donc finalement, donc, il y a aussi que de la nicotine, par contre. On est passé de 4000 produits à 4 produits à 1 produit. L'essentiel. C'est la première des choses qu'on peut constater. La deuxième, c'est qu'à travers donc, le patch, la nicotine va aller de façon douce, mais régulière, en passant par la peau. C'est un long chemin qui va aller au niveau du cerveau. Et à chaque fois qu'il y a une nicotine qui sort de ces récepteurs, un autre entre au niveau des récepteurs.
Donc le cerveau va finalement se demander la question suivante. Qu'est-ce que j'en fais? Et il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc le cerveau va s'adapter à cette nouvelle façon de recevoir la nicotine et il va commencer à diminuer les récepteurs puisque finalement le phénomène de yo-yo, je fume, j'arrête, que ce soit la cigarette conventionnelle, que ce soit la cigarette électronique, n'y est pas. Donc avec cet apaisement, on va devoir partir par exemple pour quelqu'un qui fume en moyenne 20 cigarettes, d'un patch de 21 mg, puisque en moyenne, une cigarette, c'est 1 mg, et diminuer jusqu'à être à 0, sans souffrance, sans les signes de manque, puisque finalement, une fois que la nicotine est au niveau de son récepteur, il n'y a plus de signes de manque, mais également le fait est qu'il n'y a pas allumer, éteindre, il n'y a pas non plus l'addiction, puisqu'il n'y a pas satisfaction. Donc finalement, vous avez 3 voies qui viennent d'un même point, qui est donc la feuille de tabac. Vous avez donc la première, qui est donc la maladie, addiction, avec 4000 produits, la majorité toxique. Vous avez la deuxième voie, qui est donc la voie de la cigarette électronique, d'accord, qui contient que 4 produits, et parmi ces produits, il y a besoin de la nicotine. On ne peut pas dire que là, il n'y a pas de risque. C'est pour cela que nous parlons de réduction de risque, puisque vous avez quand même ces propylène-glycol ou la glycérine, en passant au niveau donc, des voies aériennes supérieures, puis au niveau pulmonaire, il peut y avoir des irritations, il peut y avoir des choses. Même le fait est que cette vapeur peut apporter aussi quelques difficultés. Néanmoins, ces difficultés sont minimes et aujourd'hui, nous n'avons pas un seul type de cancer lié à ça, après tant d'années. Puisque vous n'avez pas tout ce qui est 60 produits que je vous ai parlé, benzopyrène, etc., n'y sont pas, puisqu'il ne s'agit pas donc de la fumée, il ne s'agit pas d'une brûlure, mais il s'agit d'une vapeur. Également, vous n'avez pas le monoxyde de carbone, donc vous n'avez pas les maladies cardiovasculaires qu'on a citées. Donc c'est bien un outil de réduction des risques, voire d'aide à l'arrêt si on le fait très bien. Et au niveau du patch, finalement, je me pose la question, pourquoi réduire si on peut arrêter? Bien évidemment, si on ne peut pas parce qu'on veut garder le plaisir, alléluia, utilisons donc la cigarette électronique. Mais je veux mettre un bémol à cela. Vous avez des jeunes qui n'ont jamais utilisé de cigarette, il ne faut pas qu'ils rentrent dedans. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le ghoul, le puff, voilà, je cherchais le nom, le puff. Et le puff contient de sels de nicotine qui sont assez puissants et donc très addictogènes. Et une étude aux États-Unis a montré que plus de 80% des jeunes qui ont commencé à utiliser, qu'ils soient des anciens fumeurs ou pas, ils ont adopté ce système parce que c'est très addictogène, parce que c'est très puissant. D'accord? Donc, voilà, vous avez la physiopathologie. Voilà, vous savez pourquoi la cigarette électronique est un moyen de réduction de risque. Et je me suis toujours posé la question, puisque j'ai travaillé pendant des années au centre de Magicavo pour faire la transition, et j'ai toujours posé la question, pourquoi ne pas accepter des cigarettes électroniques individuelles, mais accepter des cigarettes conventionnelles? Et j'aimerais bien un jour trouver la réponse. Voilà. Alors, je pense qu'il va y avoir des questions, forcément. Celle que tu as introduite en introduction, est-ce que du coup, vous utilisez ou vous proposez la cigarette électronique pour les patients en centre hospitalier, en hospitalisation ou qui seraient en hospi pour d'autres questions ou au sein de votre équipe? Est-ce que vous le proposez comme dispositif alternatif Non, je ne le propose pas, puisque, à mon grand regret, aujourd'hui, je me bats au sein du centre hospitalier pour qu'on accepte déjà les patchs. Pour moi, je vais zéro risque.
pas réduction de risque, je veux zéro risque. Aujourd'hui, le centre hospitalier de Mayotte n'a pas de patch. Il a des pastilles, des gommes, des choses qui excitent toujours, qui entretiennent la pathologie addictive, mais la solution, il n'y est pas. Et c'est tout mon combat pour qu'on accepte d'acheter, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, à Mayotte, quand même, il faut se le dire, le patch coûtait dans les 120 euros, pendant qu'à Métropole, c'était moins de 50 euros. Et ce n'était pas, à l'époque, remboursé. Aujourd'hui, il n'y a aucun argument qui tient la route pour dire qu'on ne peut pas commander des patchs. Ça coûte moins cher que d'acheter peut-être même du paracétamol. Pourtant, c'est la réalité. L'hôpital continue à acheter des pastilles, mais pas de patch. Voilà. C'est pour cela que je ne peux pas encourager, moi, plutôt c'est en prison que je pense que cet outil a toute sa place. Pourquoi ? Dr Aubry est en train de souligner qu'il y a une surpopulation carcérale et que la prison de Majicavo, moi déjà à l'époque, quand je travaillais en tant que médecin généraliste, c'était déjà une surpopulation carcérale. Là, on va dire un débordement carcéral. Et dans toutes ces situations, il est inconcevable puisque la cellule, c'est chez soi. Mais on partage sur ce chez-soi avec d'autres personnes. Et des fois, on n'est même pas encore condamné. On n'est qu'un détenu. Et que ces personnes sont obligées de subir des pathologies, puisqu'on le sait. Et cela, il faut bien le comprendre qu'en réduisant, puisqu'il y a des centres qui se disent, écoutez, si le jeune fume un paquet, il suffit de lui donner 2 cigarettes, ça va. Eh bien non, puisque vous l'exposez à des maladies graves. Vous l'exposez à des cancers, à des maladies cardiovasculaires. Là aussi, les détenus sont exposés. C'est inconcevable aujourd'hui. Et là, je rebondis par rapport à ce qui était dit, qu'il y a la loi. D'ailleurs, la France a été déjà condamnée par rapport à ça au niveau européen. Et il y a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est cela. Malheureusement, il y a des gens qui sont têtus pour maintenir une façon d'être qui n'est pas tout à fait confortable. Et je pense que, effectivement, la réduction des risques au niveau de la prison, le vapotage a toute sa place. Alors, des réactions, docteur Aubry? Juste un mot, parce qu'à la prison, il y a des patchs. Moi, j'ai négocié avec l'ARS pour avoir les patchs, donc le vapotage. Sans compter que le vapotage est quand même encore un peu controversé, avec la chaleur qu'il développe par cette vapeur qui est chauffée, il est controversé. Et c'est pas sûr du tout qu'il soit sans risque. Alors, des risques qu'on verra peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est pas très très vieux, hein, le vapotage. Ça augmente la chaleur du larynx et de l'œsophage. Et ça peut être source de cancer du larynx, mais ça, on le saura peut-être dans 20 ans. Et voilà, ceux qui l'auront utilisé et qui ont un cancer du larynx alors qu'on leur a dit que ce n'était pas dangereux, seront peut-être pas très contents. Sinon, pour ce qui est de la prison, tu le sais, hein, on a les patchs, mais bon, c'est l'ARS qui me les a payés. Voilà. C'est vrai que c'est le pharmacien du CHM qui ne veut pas acheter de patch, parce qu'il n'y a pas non plus de lit de sevrage au CHM, ça c'est un problème. Donc les gens qui sont au CHM en hospitalisation, ils vont rester 1 semaine, 2 semaines, et ils considèrent que les patchs, ce ne serait pas forcément très utile. Bon, c'est son opinion, hein. Je ne la partage pas d'ailleurs. Je suis d'accord avec toi, s'il y avait des patchs au CHM, ce serait mieux. En tout cas, à la prison, on a les patchs. Hein. Alors, je vais rebondir parce que je vais vous faire une offre que j'avais déjà faite, hein, et comme ça, il y aura des témoins. On a, nous, un certain nombre de patchs parce qu'on avait une file active qui est forcément importante, hein, sur le nombre de fumeurs. C'est une des premières causes de consultation. Et je le redis, un XAPA qui soit en ambulatoire doit travailler avec un service addicto. Ça fait partie de la coopération, ça fait partie de ce dont on parle là tout au long de ce séminaire. Comment on peut faire ensemble, comment chacun de notre place, à notre niveau, on peut s'entraider et puis co-construire un certain nombre de choses. Et ce n'est pas simplement se dépanner, c'est aussi ouvrir des possibles. Moi, je vous fais la proposition. Vous me dites, dans la mesure du possible, quel est votre besoin en patch entre les 21, les 14 et puis enfin les différents dosages. Et en fonction de ce dont on dispose, moi je vois pour vous mettre à disposition des patchs pour les services addictos sans aucun problème. Au même titre que je réitère ma proposition, pas de patch mais de roule-tapaille si vous voulez, docteur Aubry, et sachant que
que vous sachiez, nous on mène une expérimentation au niveau du XAPA sur le vapotage et on travaille, et c'est là où je suis d'accord avec vous, il y a un cadre juridique qui aujourd'hui n'est pas tout à fait clair. On peut faire parler les études comme on le veut. Il y a des études qui vont vous dire qu'il y a des effets qui sont négatifs, il y a un tas d'autres études qui vont vous démontrer le contraire, que finalement, si on s'attache à la réduction des risques, en tout cas de façon immédiate, il y a un effet positif. Là, ce qu'on ne sait pas, comme bien souvent, c'est sur la durée. Et tout le monde s'accorde à dire il faudra voir dans 10 ans, dans 20 ans. Est-ce qu'il faut dire que pendant 10 ans et dans 20 ans, on ne fait rien? C'est toute la question. Donc on part du principe qu'il y a matière, en tout cas à condition que les produits soient, donc les liquides, lorsqu'on parle de cigarettes électroniques, sont de bonne qualité, qui sont vérifiés, et que l'outil de la cigarette électronique est quelque chose qui permet de bien mesurer le niveau de chauffe du liquide, on peut arriver à avoir des résultats qui sont en tout cas encourageants dans un premier temps, dans la perspective d'amener les personnes à arrêter de fumer ou à diminuer leur consommation. Donc, nous, en tant que XAPA, c'est quelque chose que l'on développe en tout cas. Et si un jour, si tant est que vous voulez, en dehors des patchs, mettre à disposition, dans le cadre de vos consultations, des cigarettes électroniques, vous pouvez toujours orienter les usagers, vos patients, vers le XAPA. Alors, moi, je comprends que c'est la personne qui doit décider s'il veut arrêter ou pas, s'il veut réduire ses risques ou pas, ou s'il veut continuer donc l'usage ou pas. Ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, la prison met à disposition de la cigarette conventionnelle, mais pas de la cigarette électronique. Et que dans une cellule, si on vapotait, le risque est réduit. Je ne dis pas qu'elle est nulle, encore une fois, est réduit par rapport, et ça tout le monde est unanime, par rapport à la cigarette conventionnelle. Et que aujourd'hui, on pouvait faciliter cela parce que la personne qui ne veut pas arrêter, mais qui veut réduire ses risques en lui faisant comprendre bien évidemment que le risque n'est pas à zéro, le risque existe, mais aujourd'hui, il n'y a pas de cancer qui a été identifié par rapport à ça. C'est une réalité, même si on sait que ça demande beaucoup d'années pour qu'il y ait un cancer. Alors qu'aujourd'hui, on est dans la réalité que le tabac fumé tue plus de 74 000 personnes par an. On n'a pas des chiffres qui montrent que la cigarette électronique tue tel nombre de personnes par an. On n'a pas. Puisque déjà, ne serait-ce que le fait d'enlever le monoxyde de carbone, on diminue les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, c'est inconcevable qu'on ne donne pas la possibilité. Je ne dis pas qu'il faut inciter les gens à passer de la cigarette conventionnelle à la cigarette électronique. C'est pour cela que j'ai tenu à évoquer la troisième voie qui, pour moi, est l'idéal. Mais si on n'a pas envie de laisser le plaisir lié au tabac, eh ben, je ne vois pas pourquoi on est obligé d'utiliser la cigarette conventionnelle. D'autant plus qu'aujourd'hui, il est admis qu'une personne, même qui est enceinte, mais qui veut garder son vapotage, il faut le laisser et l'encourager au moins à ça, au lieu qu'il va se rabattre sur la cigarette conventionnelle. Voilà en fait la conférence de consensus qui a eu lieu il y a de cela moins de 2 ans, qui montrait que ce qu'on disait avant pour la femme enceinte, qu'il fallait juste des techniques cognitivo-comportementales, aujourd'hui, les patchs et les pastilles, les gommes ont leur place. Même la cigarette électronique, pour quelqu'un qui l'a adoptée, il faut le laisser et l'encourager pour réduire les risques liés à toutes ces pathologies cardiovasculaires. Je vous remercie. Merci encore. On applaudit le docteur Youssouf. Et puis je pense qu'il y a encore des questions. Allô, allô. Je me questionnais si on n'a pas parlé des filtres à charbon. Et alors notamment dans le centre pénitentiaire, je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait être proposé, je ne sais pas dans quelle mesure ils consomment des roulés ou du tabac sous d'autres manières, mais en tout cas c'est une réduction des risques qui pourrait être proposée aussi. Alors du coup, je vais passer la parole à Nicolas, qui se cache là-bas au fond. Puisqu'en fait, oui,
Il va vous parler un petit peu des filtres à charbon. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, hein, mais bon, Nicolas va vous en dire plus. Oui, comme le On m'entend? Oui, d'accord. Donc, comme le précise Alix, effectivement, la POPAM distribue des filtres à charbon actif qui, a priori, diminueraient les goudrons absorbés pour les personnes qui veulent continuer à consommer. Au moins, c'est un outil de réduction des risques quand les personnes ne souhaitent pas faire évoluer ni leur manière de consommer, ni leur consommation. C'est-à-dire qu'au-delà de la vape, c'est déjà un premier outil pour parler de prendre soin avec les personnes. Et je pense à peu près sur l'année 36 000 distribués, au minimum. Oui, je pense que le référent milieu carcéral en a amené. Après, je n'ai pas les chiffres détaillés sur le milieu carcéral. Je sais qu'on en distribue beaucoup en festif, beaucoup en travail de rue. Ça, c'est une certitude. Après, sur la vape, moi, ça me pose plusieurs questions. On sait que l'expérience de consommation, elle est avant tout individuelle. Du coup, l'expérience de soins, quand on rentre dans une démarche de soins, en tout cas pas sur la question du tabac, pour moi, elle est individuelle aussi. Et du coup, je ne sais pas s'il y a une réponse la plus adaptée possible. Je comprends que d'un point de vue médical, l'arrêt via un traitement de substitution, c'est celui qui comporte le moins de risques, c'est un fait. Maintenant, moi, en tant que fumeur, dans une démarche d'arrêt, je suis passé par tout un tas de façons de faire. Aujourd'hui, j'ai un dispositif qui me convient à peu près, c'est la vape. J'en fais pas une référence en soi, mais en tout cas, elle est déjà moins nocive. Et je sais que moi, par exemple, j'ai besoin de garder le geste. Pas forcément la question du plaisir, mais au moins le geste. Pour moi, c'est important, mais ça va être différent, je pense, pour chaque individu, quoi. Oui, alors justement, alors l'intérêt de ces filtres à charbon, on a découvert ça à La Réunion auprès des collègues de la Casauté, et ça avait un franc succès auprès des fumeurs. La particularité, c'est que ce sont donc des filtres à charbon actif, donc qui filtrent quand même pas mal de choses, notamment le goudron. L'autre particularité, c'est que ce sont des filtres qui offrent la possibilité, ils sont beaucoup plus grands. Donc en fait, inconsciemment, on garde le rituel qui est très important, comme le dit Nicolas, mais on fume moins parce qu'il y a moins de tabac, le filtre étant plus long. Le deuxième avantage de ce type de filtre, c'est qu'on peut les réutiliser une dizaine de fois. Donc voilà, nous on a testé ça sans vraiment savoir comment ça pouvait se passer. Peut-être pas 10 fois? 3 fois? Bon, allez, 3 fois. C'est déjà pas mal. Mais bon, c'est vrai que du coup, nous, on l'a testé après un séjour à La Réunion auprès des collègues du CARUD, et on est étonnamment surpris du succès que peut avoir la distribution de filtres qui sont vraiment, vraiment sollicités. Et qui marchent bien évidemment pour... Donc voilà, je pense qu'il y en a à l'extérieur sur le stand, donc si vous voulez jeter un œil dessus, et là de la même manière, on peut les tenir à disposition. Qu'est-ce que ça filtre exactement? De la cigarette. de la cigarette ou voir les filtres faits à partir du tabac, enfin, une cigarette par exemple, qui ne filtre pas du tout les goudrons, etc. Donc l'intérêt sur les boulets, effectivement, est démontré là-dessus, ou sur les pétards. Enfin, voilà, c'est vraiment une réduction des risques liés aux goudrons. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. C'était juste pour, si vous pouviez nous rappeler les avantages, les inconvénients et la comparaison avec les autres dispositifs, des cigarettes, des gommes, des chewing-gums, etc. Est-ce que c'est équivalent au patch ou J'ai pas entendu votre question. les avantages, les inconvénients des gommes, des chewing-gums, etc. Est-ce que c'est mieux que les patchs? Est-ce que c'est pareil, etc. Alors, la Haute Autorité de Santé est claire. Le traitement, c'est le patch. Par contre, comme j'ai dit, dans la dépendance du tabac,
vous avez deux bras. Il y a la dépendance physique et la dépendance psychocomportementale. Ça veut dire que le fumeur qui a appris dans le temps de répéter le geste, par exemple, quand en fumant, il digère mieux, donc il va rechercher cela et cela va être conditionné au point que à chaque fois qu'il se retrouve devant une situation, par exemple, de manger, il va penser déjà à avoir sa nicotine. Et c'est là où le pastilles joue le rôle. Ça veut dire que normalement, on doit d'abord patcher, c'est comme la douleur. Vous avez le traitement de fond et vous avez les crises qui peuvent être donc gérées par les pastilles, les gommes, les inhaleurs, les pulvérisateurs. Et les inhaleurs ont un avantage par rapport aux autres dans la mesure que ça maintient le geste pour ceux qui veulent maintenir justement le geste. Les inhaleurs, c'est un outil où on met les cartouches comme dans les cigarettes électroniques, sauf que là, il n'y a pas donc de vapeur, mais il y a juste le produit qu'on met sous la langue. En fait, ça passe par les muqueuses, donc ça va aussi lentement, mais pas aussi lentement que par la peau. Donc c'est l'intermédiaire entre, on va dire, la cigarette électronique et le patch. Donc il est utilisé en complément. Ça veut dire que quand on fait une prise en charge, on donne les patchs comme étant le médicament de base et vous ajoutez soit pastilles, soit gomme, soit inhalant, etc. Mais on peut aussi associer à cela avec des médicaments qui vont prendre la place des nicotines. C'est le cas de la varincline qui prend la place et on peut les associer avec ces différentes méthodes qu'on a évoquées. De la même manière, quelqu'un, c'est ce que je fais en général pour les gros fumeurs, pour les inciter à avoir donc une motivation et une confiance en eux de pouvoir opérer le changement, je leur dis, écoutez, j'entends que vous me dites que vous ne pouvez pas arrêter, mais est-ce que vous me permettez d'expérimenter quelque chose ? Puisque le cerveau, lui, va calculer, j'ai besoin de 20 nanogrammes de nicotine, c'est cela qu'il va chercher. C'est pour cela que les gens qui sont incarcérés passent d'un paquet à 4 cigarettes, mais la réalité, c'est qu'ils tirent un peu plus et ils coupent les cigarettes pour obtenir la même quantité. Donc, ce qui se passe chez ces personnes qui pensent ne pas pouvoir arrêter, on leur dit, fumez comme vous voulez, mais laissez-moi l'opportunité de vous patcher. Une fois qu'on a calculé, et cette machine nous aide, puisque un ppm de monoxyde de carbone capté est aussi équivalent à une cigarette environ. Donc si on retrouve par exemple 40 ppm, ça veut dire que la personne a besoin de 2 patchs de 21. Est-ce qu'on fait? On les patch de 21, et la personne, qu'est-ce qui va se passer? Il va de lui-même réduire sans le vouloir. Puisque s'il veut augmenter, il va avoir une quantité de nicotine qui va être mobilisée au niveau donc des récepteurs, que les récepteurs ne peuvent pas capter, et le reste va engendrer donc des symptômes de surdosage. Il va avoir des vertiges, des maux de tête, le cœur qui bat vite. Finalement, comme il va avoir des éléments désagréables par rapport à ses attentes, il va devoir réduire de cette façon-là. Et le fait est qu'il voit qu'il est capable de réduire sans effort, ça va l'inciter à réduire la quantité en premier temps, puisque l'objectif final, c'est d'arrêter complètement, et ça le pousse donc à avoir la possibilité d'arrêter l'usage de cigarettes. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode de réduction patchée. Mais si on réduit sans patcher, la personne va au contraire inhaler un peu plus pour compenser, et il va développer des cancers encore plus profonds, donc c'est encore désagréable par rapport à ce qui est attendu. Voilà, donc si on demande à quelqu'un de réduire, il faut le patcher pour combler ses besoins. Et une fois comblé ses besoins, la personne ne va pas chercher à augmenter ni à avoir la quantité de cigarettes qu'il consommait auparavant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, sachant que performance du jour, on a rattrapé notre retard, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc, dernière question dans la salle. Thibaut. Je vais juste vous dire que vous pouvez regarder les diaporamas, puisque j'explique tous ces risques effectivement de vapotage. Ce n'est pas que je dis que c'est sans danger. Alors, du coup, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un
un conseil de réduction des risques si on utilise la vape comme outil de RDR. Ça reste assez technique, mine de rien, et on peut se retrouver à consommer sans vraiment se rendre compte, en croyant qu'on dose bien plus de nicotine que ce qu'on consommait avant, si on ne connaît pas comment ça fonctionne. Donc en fait, c'est juste un petit conseil de, quand on se met à la vape, il vaut mieux aller voir un commerçant qui s'y connaît, qui est passionné et qui va faire ça vraiment correctement avec vous, qui va vous expliquer comment ça se passe et qui va vraiment adapter finalement et qui va faire les calculs pour vous, parce que ce serait quand même dommage de consommer plus de nicotine alors qu'à la base le but c'est de réduire, quoi. Et, donc voilà, je pense qu'il faut quand même se tourner vers des personnes compétentes. Merci. Juste pour un complément par rapport à ce que vous avez dit, en général, on ne consomme pas beaucoup plus que ce qu'on a besoin. C'est l'inverse. Ces personnes vont consommer moins et ils vont augmenter les fréquences d'usage. Donc, ils vont augmenter la dérégulation neurobiologique. Donc, ils vont augmenter leur addiction. C'est là le danger. Mais en général, ils n'arriveront pas à aller au-delà, puisque dès qu'ils veulent aller au-delà, il y a la barrette cérébrale qui dit arrêtez, sinon vous allez souffrir. Et vous avez donc les signes qu'on a évoqués. Une fois qu'on est dans le surdosage, le cerveau dit stop. J'ai besoin de temps, il faut me donner temps. Si vous dépassez, vous avez des problèmes. Par contre, s'ils sont en sous-dosage, le cerveau va mettre en place des récepteurs nouvelles pour essayer justement de monter en crescendo. C'est là le danger. C'est pour cela qu'effectivement, il faut voir aussi le matériel, puisqu'il y a des matériels où il peut y avoir pyrolyse. Et on peut se dire qu'il n'y a pas de risque de cancer si c'est mal utilisé, si on brûle. À ce moment-là, c'est exactement le cas de l'ICOS. Il y a un tabac chauffé. Ce tabac est très dangereux parce qu'il y a une pyrolyse qui se manifeste et donc un risque de cancer. Oui, puis ce qu'on constate aussi beaucoup avec la vape, c'est des usagers qui veulent arriver à 0 de nicotine, pensant que là, ça serait la solution, alors que finalement, on a l'expérience avec les patchs ou avec d'autres substituts. C'est pas tant la nicotine qui est problématique, et donc quelqu'un qui utilise la vape peut rester à des taux de nicotine sans forcément avoir un objectif de diminution de la dite nicotine trop rapide. Et souvent, on a des usagers qui nous disent mais je voudrais passer à 0. Ce qui est important, c'est le maintien finalement de la réduction des risques et pas d'un retour au tabac avec volonté de diminuer trop rapidement la nicotine. Merci. On clôt cette séance et pardon, il y a une nouvelle question. Alors le micro, il marche pas très bien. Je ne sais pas si celui-là marche mieux. Est-ce qu'il marche mieux? Alors, bonjour à tous. En fait, je voulais juste savoir, est-ce que si, dans notre entourage, par exemple, si, par exemple, notre papa ou notre maman fume, est-ce que nous, les enfants, on peut être impactés par la fumée de la cigarette ou bien tous les produits que vous avez dit? Est-ce qu'on peut être impacté? Parce que moi, par exemple, je suis asthmatique et mon papa, il était fumeur. Et en fait, quand je suis partie à l'hôpital, le médecin m'a dit vous fumez, c'est pour ça que votre poumon est dégradé. Je lui ai dit non, j'ai jamais pris de la cigarette. Mais c'est mon père autour de moi qui fume. Du coup, je voulais savoir comment est-ce que les enfants peuvent avoir des maladies à cause du fumet de la cigarette ou les autres produits que vous avez cités. Tout à fait, ça c'est le tabagisme passif. Si vous voulez, quand la personne fume en inhalant, il y a la partie donc de la fumée qui sort de l'autre côté, qui est encore plus toxique que la fumée qui est inhalée, ce qu'on appelle donc la fumée secondaire. Et c'est cette fumée, si vous êtes tout le temps à côté d'une personne qui fume, vous avez les mêmes risques comme ceux qui fument, avec les risques de cancer, les risques de maladies cardiovasculaires. C'est comme si vous fumez. C'est pour cela qu'il est interdit de fumer dans un lieu clos, donc en général, et c'est interdit de fumer dans certains lieux qui sont couverts à cause de cela. Mais en dehors de ce risque, il y a aussi le risque lié à l'hérédité. Ça veut dire que si votre grand-mère était fumeuse, il y a
la génétique qui peut jouer jusqu'à chez vous. Et pas uniquement au niveau du tabac, mais ça peut être aussi envers d'autres produits. Ça veut dire l'alcool, etc. Ça veut dire que vous êtes vulnérable par rapport à quelqu'un que dans sa famille, il n'y a jamais eu donc d'usage ni de tabac ni autre. Ça veut dire qu'on tient compte de ce facteur de risque lié à l'usage des parents, des grands-parents, où il peut y avoir par épigénétique donc des problèmes de transmission. Mais cela n'est pas suffisant pour être donc addict. Il y a l'environnement qui est le premier facteur qui favorise l'entrée donc dans l'usage. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc il y a la partie hérédité qui peut y avoir, mais il y a la partie environnement qui est le plus dangereux en matière donc de pathologie directe et en matière de débit d'usage. C'est bon? Merci.